Jeff Squally, donc vous, votre parcours est aussi intéressant parce que vous dirigez donc cette société Ecodas. Vous avez dû faire aussi un virage assez important, je dirais à 180 degrés ou plus, puisque vous étiez dans le domaine textile au démarrage. Et puis, tout le monde sait que le textile, même dans notre région emblématique, ça a rencontré évidemment des difficultés. La crise est passée par là. Puis fin 90, vous décidez alors de concevoir et de fabriquer des machines thermiques. C'est ça qui sont en fait pour l'industrie des autoclaves de stérilisation. J'en dis pas plus. Expliquez un petit peu. Stérilisation pour déchets hospitaliers. Pour déchets hospitaliers, je vous laissais compléter évidemment. Et là, vous parlez du dernier virage. C'est le dernier virage, mais il y en a. Mais oui, j'ai essayé de faire court. Mais avant, il y avait plusieurs petits virages, des grands virages, des pentes, des descentes. Il y avait beaucoup de. Oui, parce qu'avant d'en arriver là, effectivement, alors on va pas parler des choses qui fâchent et des structures administratives qui vous mettent souvent les bâtons dans les roues, mais c'est une réalité, il faut faire avec. Oui, ça c'est encore après. C'est encore après. Là, je veux parler vraiment du début. Allez-y. Parce que là, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est la genèse un peu de tout ça, quoi. Exactement. Quand on parle d'entrepreneuriat, on va retrouver les mêmes fondamentaux chez tous les entrepreneurs. C'est quoi la base de tout? On en parlait avec Manuel Davy. C'est l'envie, le projet. Mais l'envie qui ne doit pas être sous forme de mode, faire comme le voisin, faire comme parce que tout le monde parle d'entreprise. Il faut que ça vienne des tripes. Et c'est pour ça, Cécile avait dit, j'avais toujours envie. Voilà. Et ça, on va retrouver ça. Oui, ça c'est le dénominateur commun de tous les chefs d'entreprise. Et pour parler de ma petite histoire, moi j'avais cette envie-là, j'ai commencé à vraiment matérialiser cette envie-là à l'âge de 10 ans. J'ai créé ma première structure à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire? À l'âge de 10 ans, j'avais un client unique qui était ma mère et je faisais des courses. Donc là, j'avais mon argent de poche, elle me faisait des courses, je faisais la course et je lui revendais la prestation, le produit avec une petite marge. Une petite marge. Ah bah oui. Il n'y a pas de petit profit. Et en plus, je lui faisais du crédit fournisseur. Donc elle ne payait pas tout de suite, elle me payait à la fin du mois, on faisait les comptes à la fin du mois. Voilà. Et donc j'ai commencé il y avait une petite commission supplémentaire parce qu'il y avait effectivement des délais. Donc là, déjà que j'ai commencé à expérimenter ça, c'était au black, hein, donc c'était pas déclaré. C'était pas déclaré et donc je me suis rendu compte qu'avoir un client unique, c'était pas top. Et donc je voulais un peu élargir la panoplie. D'accord, donc à 11 ans et demi. Oui, à 11 ans et demi, j'ai commencé à mettre une table et j'achetais des bonbons et je voulais les vendre aux petits copains. Oui. Je mettais à côté de la maison, il n'y avait pas beaucoup de passages. Et donc l'emplacement, c'est important pour un commerce. Oui. J'ai eu l'idée d'aller à la porte du magasin. Sauf que le propriétaire du magasin n'a pas beaucoup apprécié la chose, mais pourtant j'avais du passage, je commençais vraiment à faire fructifier. Donc là, la deuxième idée à tirer, c'est l'emplacement est primordial. L'emplacement est primordial. Alors, bon, je me suis rendu compte très rapidement quand même de mes limites techniques. Donc j'ai continué à faire mes études, j'ai fait une école d'ingénieur et donc je me suis confronté à la réalité technique des choses. Mais sérieusement, blague à part, j'ai toujours essayé d'entreprendre et de me lancer dans des affaires. On dit, il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi. Oui, ça, avec l'expérience, on se rend compte qu'il ne faut pas. Mais avant de le faire, il faut le vivre. Et donc, je me lançais dans n'importe quoi, vraiment. Hein. Donc, mais bon, je mettais des sous, enfin, à la limite de mes capacités de l'époque. Mais à chaque fois, je me lançais dans des choses par envie, par curiosité et tout ça. Et c'est là où vraiment on apprend. Donc, je me suis lancé dans les fruits et légumes, honnêtement. Je me suis lancé déjà à l'époque, juste après mon école d'ingénieur, mais je le faisais en parallèle avec d'autres partenaires. Et c'est là où les autres leçons à retenir. C'est de ne pas rester seul et d'avoir aussi... Non. On ne se lance pas dans des choses qu'on ne connaît pas vraiment. D'accord, c'est ça, oui. On paye le prix. Parce que comme on ne maîtrise rien, je me lançais avec d'autres personnes et je dépendais d'eux. Et donc, on bâtissait des beaux projets. Et finalement, on laissait de côté les fondamentaux, à savoir l'emplacement, la maîtrise, le financement. Mais il faut bien délimiter son terrain de jeu, en fait. Donc, avec ça, sur le coup, je ne me rendais pas compte. Je perdais de l'argent, je répondais à mon envie d'entreprendre, mais finalement, c'était échec sur échec. Mais je n'appelais pas ça échec, c'était
c'était volontaire parce que je voulais apprendre et je voulais. Donc c'était des projets mal positionnés, des projets mal ficelés. Et le coup d'après, j'essayais de ne pas répéter quand même les mêmes conneries. Bon. Et donc, pour revenir à des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieux, enfin beaucoup plus sérieux, les autres aussi, c'était sérieux, c'était vraiment des entreprises, donc une dizaine, chaque entreprise dans son domaine d'activité. Mais bon, une des entreprises agroalimentaires, par exemple, que je crée avec des amis au Maroc, on a monté, par exemple, un très beau site industriel et on n'avait pas le financement, donc on a tout mis dans l'outil technique. Et on a oublié de mettre de côté le fonds de roulement pour acheter la marchandise. Et surtout, on n'a pas ficelé la commercialisation. La commercialisation, on dépendait d'importateurs qui venaient nous dire ça, je vous donne 10. Je dis oui, mais ça nous coûte 12. Oui, mais c'est 10 ou rien. Et donc, donc là, il vaut mieux maîtriser la commercialisation et non pas dépendre des autres. Et surtout, savoir à qui vendre, hein, plutôt que de vendre à des intermédiaires. Oui, par un intermédiaire, avoir aussi l'interlocuteur en face. Ouais, aller en direct et puis surtout, si on peut apporter une plus-value, au lieu de vendre à un importateur qui va faire juste un petit packaging, autant faire le packaging et vendre directement à la grande surface. Alors, est-ce que ce sont quand on est dans le domaine, oui. Bon, ça, c'est le B.A.-ba. Mais quand on n'est pas dans le domaine d'art, on l'apprend à ses dépens. Voilà. Donc, après, donc, on est arrivé. Donc là, je commençais à travailler dans une entreprise qui fabriquait des machines pour le textile. Je suis automaticien de formation. Et tout de suite, j'ai vu, parce que là, même quand on est salarié, l'esprit d'entrepreneuriat, on l'a dans les tripes. Et donc, on propose des choses. Et c'est là la différence entre un salarié exécutant et un meneur et un manager et peut-être un futur entrepreneur. Donc là, tout de suite, j'ai proposé de créer un nouveau département d'automatisation des machines textiles qui étaient manuelles. Donc là, ça permettait à l'époque de relancer l'activité et de faire la différence dans le domaine textile parce que bon, les clients étaient de moins en moins présents et donc il fallait avoir une offre de prix différenciée et avec une certaine valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a pu vendre encore, continuer à vendre alors que le marché déclinait complètement. Mais à la fin des années 90, il n'y avait plus rien à ramasser. Donc il n'y avait plus rien. Les clients fermaient les uns après les autres. Donc on ne pouvait pas continuer à innover pour un secteur d'activité mortifère. Et là, encore une fois, donc j'avais capitalisé sur un savoir-faire industriel de fabrication de machines thermiques. J'ai essayé, en tant que, à ce moment-là, salarié, mais actionnaire minoritaire, parce que j'ai été intégré dans la sphère de l'actionnariat, mais minoritaire. J'ai essayé, et j'étais le dirigeant de la société. Je suis devenu le dirigeant de la société. J'essayais à ce moment-là de trouver une diversification. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines thermiques? On peut les proposer à l'industrie agroalimentaire pour faire de la cuisson, des conserves ou des choses comme ça. On pouvait proposer à l'industrie pharmaceutique ou hospitalière pour stériliser les outils chirurgicaux, par exemple. Et ça existait déjà. Et oui. Et c'est là où, quand on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas, on propose des choses basiques et on nous dit, mais vous n'avez pas de nom là-dedans et qu'est-ce que vous apportez techniquement? De plus, ouais. Rien. Au niveau prix, est-ce que, bon, d'accord, vous apportez la même technologie, mais c'est 50% moins cher? Ben non, on ne fabrique pas en Chine, on fabrique en France. Donc forcément, ça sera le même prix. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Parce que j'aimerais laisser la parole à Radouane pour expliquer on aussi décide, son parcours. Justement, donc là, en ayant un pied dans le milieu hospitalier, de proposer une rupture technologique pour traiter les déchets hospitaliers infectieux. Donc au lieu de les brûler, on proposait de les stériliser. Et c'est ça notre apport nouveau. Donc on les stérilise au lieu de les brûler et donc on le fait sur place, donc on évite le transport et on réduit l'empreinte carbone. Mais ça, c'était il y a 20 ans. On ne parlait pas d'empreinte carbone. Le plus, c'était maîtriser le risque infectieux et le faire avec un coût moindre que ce qu'il y avait à l'époque. Et alors, on a commencé à vendre quelques hôpitaux en France, mais avec le lobbying des incinérateurs, bien sûr,
la concurrence réagit. On ne vous laisse pas, on vous ouvre pas les portes en disant allez-y, prenez les parts de marché tranquillement. Et là, c'est là où, encore une fois, il faut être entreprenant et il ne faut pas avoir peur. On a décidé d'attaquer le grand export. Aujourd'hui, on fait 80%, 90% même de chiffre d'affaires à l'international. 90% à l'export. 90% de chiffre. Et vous êtes présent dans 80 pays, c'est ça? 80 pays. Si on a le complexe de la taille, on est petit. On dit ben, non, je ne vais pas oser. Je n'ai pas la taille pour, je ne connais pas, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Ou bien, on a adopté une autre stratégie, aussi bien pour l'innovation que pour attaquer des marchés nouveaux, c'est la stratégie de survie. Il faut sortir de ces zones de confort. Tout le monde a en tête l'expérience de Kodak. Rester dans sa zone de confort, on finit par mourir. Quand on sort et on ose sortir de sa zone de confort, quand on se confronte à la concurrence, c'est bien d'avoir de la concurrence, c'est bien d'être challengé par le marché. C'est là où vraiment on se superpasse, on se dépasse soi-même. Sinon, on reste dans son train-train habituel et on ne bouge pas. Donc, osez sortir de votre zone de confort et il ne faut pas avoir peur ni de la concurrence, ni des difficultés que vous rencontrez. Voilà. Magnifique, 20 personnes aujourd'hui dans votre entreprise avec un réseau de distributeurs et vous êtes, vous le disiez, 80 pays et 90% à l'export. Bravo, vous pouvez l'applaudir aussi dans son parcours.